À la une de cette édition, pour une administration moderne et transparente, l'administration et les organisations non gouvernementales prennent des engagements consignés dans le deuxième plan d'action de partenariat pour un gouvernement ouvert, dont le lancement est intervenu hier à Ouagadougou. Ambiance dans cette édition. Dans cette édition, nous irons à la rencontre des volontaires pour la défense de la patrie qui contribuent à lutter contre la menace terroriste à Arbenda, où ils ont reçu la visite du ministre de la Sécurité et lui ont fait part de la lenteur dans la mise en œuvre de leur statut. La page internationale de cette édition s'intéresse à cette nouvelle apparition de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. 5 morts ont été enregistrés, mais l'Organisation mondiale de la santé joue la carte de l'optimisme. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le sommet du G5 Sahel a refermé ses portes et le président du Faso est rentré hier à Ouagadougou. Mais au cours de son séjour en N'Djamena au Tchad, où s'est tenue la conférence, Roch Kaboré a reçu plusieurs personnalités. Les précisions de Sanoua Christine Koulibaly. Première personnalité à être reçue par le président du Faso ici à son pied-à-terre, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, dit être venue féliciter Roch Marc Christian Kaboré pour sa réélection. Les deux personnalités ont aussi parlé de sécurité. On n'est pas sur le terrain militaire, mais on est sur la consolidation au niveau du développement. Au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, le Burkina surtout avec ce festival qui est le festival de l'Afrique, le FESPACO. Et donc toutes ces activités ne sont pas, sont nécessairement affectées par la situation sécuritaire. De la sécurité au Burkina et au Sahel, il en était également question avec le ministre délégué aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, mais pas seulement. Surtout comment qu'on puisse arriver à développer une relation bilatérale. Et je vais fournir tous mes efforts possibles pour arriver à un résultat. Les questions économiques, elles, ont essentiellement dominé les échanges entre le président du Faso et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. D'abord une revue des portefeuilles, puis les ambitions de la banque au Burkina. Et nous avons écouté attentivement les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Faso, par rapport aux priorités du gouvernement pour les années à venir. Et nous allons travailler avec les MINEFID pour préparer un portefeuille de projets qui seront financés par l'Abadea, en sus des nouvelles facilités que l'Abadea met sur la table, en particulier dans le domaine du financement du commerce et du financement du secteur privé, et avec la nouvelle priorité accordée au financement des activités de nature à contribuer à l'emploi des jeunes et à la création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Donc nous sortons très rassurés par rapport au futur de la coopération entre le Burkina Faso et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Eux sont les représentants des quelques 3000 Burkinabés vivant en terre tchadienne. Ils sont là pour poser au chef de l'État leurs préoccupations et échanger avec lui sur la situation nationale. Le deuxième plan d'action de partenariat pour un gouvernement ouvert est lancé hier à Ouagadougou. Il s'agit d'une série d'engagements que prennent l'administration et les organisations non gouvernementales pour une administration moderne et transparente. Aussitôt lancé, ce deuxième plan de partenariat est présenté aux acteurs et partenaires afin de susciter leur adhésion. Gérard Sommet et Pascal Canet. Le deuxième plan d'action pour un gouvernement ouvert contient 11 engagements. Des engagements pris après consultation des travailleurs et usagers de l'administration publique et des organisations non gouvernementales dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce partenariat est censé aider à rendre l'administration publique et la gouvernance plus moderne et plus transparente au Burkina. Il y a le renforcement de la transparence dans le secteur minier,
il y a l'accroissement de la représentativité des femmes dans les sphères de décision. Il y a la mise en œuvre du système de traitement et de gestion des plaintes et des suggestions des usagers qui permettra à l'ensemble des usagers de pouvoir faire des suggestions, de pouvoir formuler des plaintes à l'endroit de l'administration publique pour l'amélioration de nos services qui sont rendus à nos populations. Il y a, à titre d'exemple également, l'opérationnalisation du guichet virtuel unique de l'administration publique qui sera un guichet virtuel dans lequel on peut retrouver l'ensemble des prestations mises en ligne par l'administration publique et qui va accroître la proximité de l'administration publique aux usagers. Le lancement du plan d'action est une occasion pour le présenter aux acteurs concernés et solliciter leur adhésion. Le deuxième plan d'action s'inspire du premier déjà exécuté avec des résultats sur le terrain. Ce deuxième plan d'action déjà adopté en Conseil des ministres en 2020 a un budget de plus de 5 milliards de francs CFA. Depuis le 16 février dernier, l'ambassadeur de France au Burkina est sur les traces de réalisations financées par son pays dans la région de l'Est. Mais avant cette visite terrain, l'ambassadeur et plusieurs autres partenaires ont reçu des médailles d'honneur des collectivités pour les efforts consentis au profit de la région. Le point dans ce reportage de Désiré Ilboudo et Aruna Maré depuis Fatangouma. Luc Alade chez le gouverneur de la région de l'Est. Une première visite couronnée de médailles d'honneur des collectivités locales pour l'ambassadeur de France au Burkina et à 5 autres personnalités et institutions partenaires de la région de l'Est. Je vis ça comme une espèce de reconnaissance des efforts qu'on mène pour essayer de contribuer au développement de cette région qui souffre de nombreux défis mais pour lequel on a une intervention de plus en plus significative, de plus en plus forte. On va continuer évidemment. Alors les projets qui sont mis en œuvre, ce sont des projets d'abord au service de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, avec un projet qui je crois a acquis ses lettres de noblesse ici dans la région de l'Est, qui est le projet d'appui à la sécurité alimentaire. Nous avons aussi des actions qui sont financées par l'AFD au service des collectivités locales à travers ce projet, mais aussi à travers de futurs projets. Un soutien qui concerne également le désenclavement avec le financement de 170 km de pistes rurales au profit de la région. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer la contribution de la République française à travers l'AFD ainsi que les agences des Nations Unies, à savoir l'UNICEF et le PAM, pour tous les efforts consentis pour le développement de la région de l'Est. L'AFD réaffirme son engagement à soutenir le Gourmou en dépit de la situation sécuritaire. Dans ses tiroirs, 2 nouveaux programmes de développement évalués à environ 40 millions d'euros, soit plus de 26 milliards de francs CFA, verront bientôt le jour, selon Gilles Chausse, directeur de l'Agence française de développement. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement suédois, à travers l'agence onusienne UNCDF, tend la main aux personnes les moins couvertes par le système financier classique. Par une garantie de 5,5 milliards de francs CFA, la Suède favorise l'accès des personnes exerçant dans le domaine des très petites et micro-entreprises au financement, cela par le biais du programme TELBA. Le lancement avec Roger Cam et Caroline Ouari. Le partenariat est ainsi scellé. Pour les 5 années à venir, ces personnes exerçant dans le secteur pour le moins vulnérable de l'informel pourront prétendre à diverses formes de soutien financier. 5 milliards et 500 millions de francs CFA, c'est le montant que la Suède investit sous forme de garantie. La moitié de l'enveloppe est réservée à l'accompagnement pour améliorer l'accès des personnes vulnérables sur le plan de l'accès au financement. Il y a beaucoup de gens qui ont de grandes idées, qui sont très énergétiques, qui vont développer ces petites entreprises, mais ils n'ont pas le facile accès au financement. Alors, ce programme, c'est un programme avec le gouvernement burkinabé et avec UNCDF pour améliorer l'accès à la population vulnérable au crédit ou à la microfinance pour pouvoir développer ces entreprises. C'est par une phase dite préparatoire de 12 mois que va démarrer le programme. L'organe onusien UNCDF chargé de sa mise en œuvre prévoit une application dans le sens de l'atteinte de l'objectif qui est d'inclure financièrement et numériquement les personnes vulnérables.
Nous allons travailler avec les différents partenaires, institutions de microfinance, les banques, les opérateurs de téléphonie mobile, les sociétés d'appui aussi, les prestataires de services, pour nous permettre de mettre en place cet écosystème qui permet à ces MPME qui n'ont pas aujourd'hui ni les garanties, ni ce que demande l'écosystème financier, mais ont des activités génératrices et méritent notre soutien. Les domaines d'activité couvertes par le programme sont l'agriculture, l'agroforesterie et les énergies renouvelables. Face à la menace terroriste, des jeunes d'Arbenda se sont organisés pour défendre leur commune avant même l'officialisation des VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Ils contribuent aux côtés des forces de défense et de sécurité à repousser les assaillants malgré la lenteur dans la mise en œuvre de leur statut. Ils en parlent au ministre de la Sécurité qui a fait le déplacement d'Arbenda hier mardi. Salifou Bilem, Dramandadian, reportage. Armes au poing. Ali Di est un volontaire pour la défense de la patrie. Un VDP d'Arbinda est fier d'avoir participé à des opérations de sécurisation de la mère patrie. Des attaques repoussées et des terroristes neutralisés. Les VDP ont pris leur quartier ici au détachement militaire d'Arbinda. Ils reconnaissent pour chef les FDS. Nous travaillons avec la gendarmerie et le militaire. Et s'il y a des missions, on effectue nos missions ensemble. Et si à tout moment qu'ils ont besoin de nous, ils nous appellent. Vraiment, notre collaboration, pour le moment, entre nous, il n'y a pas de problème. J'ai en mémoire aussi que vous êtes les premiers à avoir initié la notion de VDP. Et je voudrais vous rendre hommage, les VDP de Arbinda, qui, aux premières heures, vous avez décidé de défendre avec les forces régulières la ville d'Arbinda, qui n'est jamais tombée. Renseignements, patrouilles, aux côtés des forces de défense et de sécurité, visibles partout dans la ville. Arbinda est sécurisé. Un motif de satisfaction pour ces VDP en attendant l'application effective de leur statut. Ils en parlent au ministre de la Sécurité. Moyens de communication, surtout de carburant. On a des tombés, des blessés qui n'ont toujours pas été pris en charge. Avant que je ne parte, vous mettez les points. 1. Tenue. 2. Armement. 3. Blessés qui ne sont pas soignés. Vous avez des salaires, on vous paye quelque chose? Non, pas de. Bon voilà, tout ça, vous mettez. De quoi les galvaniser à poursuivre le combat, celui d'acculer les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Retour à Ouagadougou où la ceinture verte se laisse découvrir par les participants au forum sur le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines qui a ouvert ses portes depuis le 15 février à Ouagadougou. En marge donc de ce forum, les participants ont visité les zones aménagées de la ceinture verte pour l'agriculture périurbaine. Césaire Carrefour et Vincent Tiandrebego. Des femmes en pleine activité dans leur jardin. Nous ne sommes pas en milieu rural, mais plutôt en pleine ville de Ouagadougou. Dans la réserve qui boucle la capitale burkinabé, appelée Ceinture Verte, des représentants de plusieurs villes africaines effectuent une visite de terrain. Une découverte de l'agriculture périurbaine telle qu'elle se pratique à Ouagadougou. À Ouagadougou, nous avons adopté une politique de réappropriation de cet espace avec la responsabilité sociale de plusieurs entreprises qui nous ont accompagnés et qui ont accepté de faire des forages, faire des plantations d'arbres sous lesquels nous avons installé des femmes qui font de la maraîchiculture. Nous avons installé des jeunes qui sont devenus des pépiniéristes. Cet aménagement est très bénéfique pour nous. Depuis que je travaille ici, j'arrive à payer la scolarité de mes enfants, à payer mon loyer et bien d'autres. Les visiteurs sont en effet les participants au forum sur le pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines. Un forum qui réunit une soixantaine de villes dans la capitale burkinabé pour un partage d'expériences en matière d'agriculture périurbaine. Si ce modèle a pu réussir à Ouaga, je suis certain que dans les différents pays du Sahel, si on arrivait effectivement à dupliquer cette expérience, nous allons sortir du Sahel, nous allons verdir le Sahel. De plus en plus, c'est le béton que nous allons pousser dans les villes.
L'actualité aujourd'hui, c'est le climat. Aménagé depuis 2018, 350 personnes travaillent ici comme exploitants agricoles, approvisionnant ainsi les Ouagalais en produits maraîchers et en plantes. L'heure est au bilan de la première phase de mise en œuvre du programme national pour la gestion des ressources en eau. Un bilan satisfaisant selon les membres du comité de revue de ce programme qui se sont réunis hier à la faveur de leur première session ordinaire de l'année 2021. Compte rendu de Césaire Carfo et Estelle Judith Assogba. Sur 936 tâches programmées, 751 ont été entièrement réalisées, soit un taux factuel de 83,01%. C'est le bilan que tirent les membres du comité de revue du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau, à la date du 31 décembre 2020, date butoir pour la fin de la première phase de mise en œuvre du programme. Les actions majeures qui ont été en tout cas menées au cours de cette année 2020, on a d'abord le suivi des activités des 13 services police de l'eau que nous avons mis en place et qui ont eu un impact vraiment significatif sur la protection des ressources en eau. Parce que ces actions ont concerné environ 12 barrages dont les berges ont été en tout cas déguerpis, disons des exploitants qui étaient dans les lits. L'autre résultat majeur, c'est au niveau de la contribution financière en matière d'eau. Sur 895 millions de francs CFA attendus, en tout cas le programme a pu mobiliser environ 5 milliards de francs CFA. Pour le comité, avant de passer à la seconde phase du programme qui couvre la période 2021-2025, il faut impérativement terminer les activités inachevées et avec l'accord des partenaires techniques et financiers, il bénéficie d'une rallonge de 6 mois. C'est un programme qui s'étale sur 15 ans. Au cours des 5 premières années, nous avons pu obtenir environ 9 indicateurs qui ont été atteints sur les 15 prévus sur l'ensemble des programmes. Donc pour dire qu'il y a encore 6 indicateurs qui restent et nous pensons qu'ils sont sur la bonne voie. Occasion pour le président du comité de revue du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau d'inviter les structures de mise en œuvre à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs escomptés, c'est-à-dire contribuer durablement à satisfaire des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes aquatiques. Prière et prêche pour le repos des âmes, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale. Ce sont là les moments forts du Ziara 2021, tenu ce 13 février au cimetière municipal de Nouna. L'activité est organisée par le guide spirituel Abdul Aziz Agib Soré, accompagné par l'Association des adeptes de l'islam, Yves Rwamba, Dramanso et Edouard Ouedraogo. Main levée vers le ciel, ces pèlerins rassemblés ici au cimetière municipal de Nouna prient pour les illustres disparus. Nous sommes au traditionnel ziara organisé par le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré. Le prophète Mohamed dit que la visite des tombes de ceux qui sont morts nous fait penser déjà à la vie de l'au-delà. Il nous demande d'aller à chaque fois visiter ces tombes, surtout les tombes des cheikhs qui ne sont plus de ce monde. Pour certains pèlerins venus prier avec le guide spirituel, faire le ziara, c'est renforcer sa foi en islam. Ceux qui sont malades à l'hôpital, ceux qui sont à la maison, tant en temps, il faut les voir. Quand il y a quelque chose, il faut les donner. En même temps, il nous a dit aussi, ceux qui ont eu des problèmes, ils sont dans les prisons. Tant en temps, il faut les demander d'aller les voir. Ça aussi, ça te donne la liberté. Tant en temps, il faut aller au cimetière, de façon dont nous sommes ici, venir pour Yavoura le Kabou. Vraiment, ça nous donne le foi. En même temps, ça nous donne à aller battre toujours, aller à l'islam. Dans la soirée, c'est au stade municipal de Nouna que le guide Abdulaziz Soré a prêché et prié avec ses fidèles pour la paix et le rayonnement de l'islam partout au Burkina Faso. Hors de nos frontières, la fièvre hémorragique Ebola refait surface. 5 morts en Guinée, l'Organisation mondiale de la santé choisit tout de même de jouer la carte de l'optimisme. Suivez.
L'OMS se veut optimiste après la résurgence de la maladie à virus Ebola en Guinée. La fièvre hémorragique a déjà tué 5 personnes dans ce pays, mais l'agence onusienne mise sur la jurisprudence de 2016. Les raisons d'être optimiste, c'est les leçons apprises et les avancées, j'allais dire technologiques et scientifiques, que nous avons connues entre 2016 et maintenant, en particulier les vaccins, des tests de diagnostic rapide qui sont plus faciles à utiliser sur le terrain, des méthodes thérapeutiques aussi, des moyens de protection, comme par exemple des centres qui permettent de traiter les patients sans exposition directe, par exemple des soignants ou même avec une meilleure protection aussi des familles. Et donc aussi les leçons apprises dans l'engagement communautaire. Donc en reprenant tous ces acquis-là, on peut être optimiste et penser qu'on n'aura pas une catastrophe de l'ampleur de celle qui s'est passée la dernière fois. La dernière épidémie d'Ebola enregistrée en Afrique de l'Ouest de 2013 à 2016 avait coûté la vie à plus de 11 300 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le Premier ministre guinéen a appelé la population à la sérénité. Les quotidiens du jour reviennent sur les conclusions des travaux du 7e sommet du G5 Sahel, tenu les 15 et 16 février dernier à N'Djamena au Tchad. Revue de presse signée à Addis Ndamba. Barkhane reste, le Marshal parrain du Sahel signe son grand retour, affiche aujourd'hui au Faso à sa une. On ne négocie pas avec Yada Gali et Amadou Koufa, sauf avec les Katiba accommodantes qui ont déposé les armes. Avec le Burkina et le Mali, nous harmoniserons ces négociations, a lâché en substance Emmanuel Macron au terme du 7e sommet du G5 Sahel, rapporte le journal qui note également que 1200 warriors tchadiens seront aux 3 frontières. Le Marshal Idriss Itno Déby a décidé donc de revenir sur les sables chauds du Sahel avec son armée, la meilleure de l'Afrique francophone, non sans calcul diplomatique et politique. Pour mon confrère, Déby revient au Sahel aussi pour des raisons domestiques. Le jalonnement de ces warriors vaut bien cette fable des 3 singes qui consiste à ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre, renchérie aujourd'hui au Faso. En effet, en ébullition contre ce Déby puissance 6, des Tchadiens crient basta et quoi de plus normal pour ce survivant que de trouver de quoi divertir le peuple et l'extérieur dont il sait qu'il ne pipera pas mot sur sa reconduction. Au journal de conclure en ces termes, qui osera s'en plaindre? Qui osera fouiner dans la transparence et l'équité de ce scrutin? Qui prêtera trop attention aux cris d'orfraie d'opposants pour ce 6e mandat, permis du reste par la constitution tchadienne? Ainsi, le Tchad va envoyer 1200 soldats dans cette partie du Sahel où le Mali, le Burkina et le Niger peinent à assurer la sécurité, mentionne l'Express du Faso. Pour le quotidien bobolais, en attendant donc que des soutiens viennent d'ailleurs, il faut aller sur le terrain et se battre. Le maréchal Idriss Itno Déby n'a pas seulement pris la présidence du G5 Sahel, il a aussi pris la direction des opérations militaires ainsi que le bâton qui va mobiliser la communauté internationale à soutenir les actions de développement au Sahel. Car, faut-il le rappeler, au-delà de l'action militaire, toutes les parties s'accordent à reconnaître qu'il faut donner un supplément d'âme politique et sociale aux investissements et aux actions de développement dans ces zones, précise l'observateur Palga. Un avis partagé par le journal Le Quotidien, qui note que le sommet a fait un rappel au retour des services de l'État dans la zone des 3 frontières. Au journal de rappeler que c'est le président français qui a insisté sur la nécessité de donner une perspective aux populations du Sahel en appelant à un deuxième sursaut, celui du retour de la sécurité des services aux populations et en réclamant une impulsion au plus haut niveau de l'État pour y investir les territoires délaissés de la région, conclut le journal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la version de l'information en langue nationale. Bon après-midi à tous en compagnie de nos programmes.